Hey, bonne année déjà. Voilà, je suis super contente de tourner cette vidéo parce que c'est le genre de vidéo que j'adore tourner, genre les bilans, tout ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon top 10 de mes meilleures lectures de 2022. Mon année 2022 a été assez, voire très compliquée en termes de lecture. Ça a été une année beaucoup plus fastidieuse que les années précédentes. Du coup, ça a été difficile de faire un top parce que j'ai eu très peu de coups de cœur. Mais ça ne rend les livres de ce top que plus marquants, que plus appréciables parce qu'ils m'ont sorti de certaines pannes de lecture, du coup c'est super cool. J'aime plutôt bien mon top parce que même s'il n'y a pas tous les livres qui ont été des coups de cœur, il y en a même que 2 ou 3 qui sont des coups de cœur, c'est quand même assez représentatif de ce que j'attendais un peu dans mes romans. Je me suis pas mal intéressée à la littérature chinoise, ou alors des histoires qui s'inspirent de l'histoire chinoise parce que c'est vraiment des trucs qui m'intéressent, mais aussi des livres qui mettaient en avant des thèmes qui me tenaient vraiment à cœur comme la famille, l'amitié et tout. Je trouve que c'est un peu le genre de thèmes qui ont déterminé leur présence dans ce top là, du coup je suis très contente de vous les présenter. Je les ai classés de l'ordre décroissant à l'ordre croissant. Je sais qu'il y a des gens qui ont choisi de mélanger un peu tout, de pas faire de classement. Moi j'aime bien faire des classements même si c'est hyper compliqué, vraiment j'ai galéré pour faire ce classement là. Voilà, c'est assez branlant un peu par-ci par-là. En 10e position, j'ai mis Grandir un peu de Julien Rampin. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais en vacances, que j'avais commencé quand j'étais à la plage. Et en fait, je me rappelais que j'étais à la plage, du coup, en public avec ma famille et tout. Je savais que c'était un livre qui était susceptible d'être assez émouvant. Du coup, j'ai mis mes lunettes de soleil en mode, ouais, bon, si j'ai quelques larmes et tout, au moins ça cache un peu. Mais ça ne sert à rien parce que quand tes larmes coulent, parce que c'est beaucoup trop émouvant, les lunettes de soleil, ça rend le truc encore plus que pathétique. On suit une jeune femme de 30 ans à peu près, Jeanne, qui décide de tout plaquer de sa vie parce qu'elle en a marre de se contenter d'être juste une femme au foyer avec un mari qui fait pas vraiment attention à elle de toute façon. Elle plaque tout pour accepter l'offre d'un homme qui offre un job en fait pour s'occuper de sa grand-mère. Du coup elle accepte cette annonce là et elle va emménager avec cette grand-mère, Raymonde et le petit-fils Lucas. À leur côté en fait elle va apprendre à vivre, à souffler, à prendre du recul sur sa vie et aussi à prendre conscience de sa propre valeur. C'était un récit très lumineux, notamment au niveau des personnages, de leur relation, parce que du coup Raymonde c'est une grand-mère qui est très exubérante, très excentrique, et en même temps elle possède une sagesse maternelle qu'elle prodigue aux deux jeunes Lucas et Jeanne qui sont encore en quête pour s'épanouir. Ils sont hantés par des luttes intérieures encore, mais ça reste lumineux et on avance auprès d'eux, on peut se sentir inspiré et c'était hyper rafraîchissant, notamment avec leur relation. Elles reflètent une histoire d'amour, mais l'amour qui résonne avec des histoires familiales, avec des relations amicales, et ça mettait en avant avec tellement de justesse, de délicatesse, de douceur, de pertinence que ça me faisait chialer parce que je suis vraiment hyper sensible pour ce genre de relation, et notamment dedans c'était tellement bien fait, notamment la relation entre la grand-mère et le petit-fils, parce que Lucas a une situation familiale très compliquée. Du coup le fait qu'il ait Raymonde à ses côtés là, c'était mais tellement magnifique à voir parce que c'est un soutien que la grand-mère elle lui offre, mais de façon très naturelle, très implicite, parfois subtile. C'est ce genre de choses qui m'émeut mais à un point, mais voilà, je suis hyper fragile pour ça. À la fin il y a des sortes de romances, un peu comme la solution pour accéder à un bonheur absolu, à une plénitude absolue, et ça c'est un truc avec lequel j'ai du mal dans les histoires, du coup ça m'a un peu plombé vers la fin, mais sinon grosso modo j'ai quand même beaucoup aimé, j'ai passé un super bon moment, très émouvant, très rafraîchissant. Écrit dans la bruine de Huroy, on suit un narrateur qui est adulte et qui va revenir sur ses souvenirs d'enfance, d'abord de façon assez floue, tu vois, il est en mode ah oui lui je le connaissais et tout, mais il est mort maintenant, enfin il y a beaucoup de tragédies, et toi t'es un peu détaché parce que pour toi c'est que des vagues silhouettes, et petit à petit au fur et à mesure des chapitres tu t'immerges vraiment dans les souvenirs et tu pars à la rencontre de ces personnages là dans un contexte de la Chine assez difficile, sous la période maoïste je crois. En tout cas je me souviens de pas mal de récits sous la révolution culturelle. C'était une période de 66 à 76 où Mao organisait une purge des intellectuels qui ne suivaient pas sa ligne politique. Du coup c'était super joyeux. Le processus narratif est très intéressant parce que du coup on redécouvre des personnages qu'on rencontrait au début, et du coup on découvre les événements anticipés au début sous une autre lumière en quelque sorte. On a une atmosphère nostalgique qui était très prégnante, avec une tension qui était propre à la dureté du contexte à l'époque, parce qu'on suit aussi des personnages qui sont très gris, voire hostiles, parce que en fait ils essaient de survivre dans ce contexte là, et je trouvais qu'il y avait une humanité qui se dégageait vraiment de ce livre, des personnages, des relations.
c'était à la fois très poignant, très amer, en même temps avec une touche de poésie, genre le fait de revenir sur les souvenirs et tout, tu vois. Je sais pas, il y avait un truc très mélancolique. On avait des thèmes comme l'enfance avec des enfants qui souffraient de la révolution culturelle, qui voyaient leur innocence s'effriter, ou alors réussir à tenir le choc face à ce contexte-là. L'éveil de l'adolescent avec pas mal de questionnements. T'avais des relations familiales, des relations amicales. Après, j'ai pas été captivée par tous les chapitres, par tous les récits, mais j'ai été beaucoup captivée par certains récits quand même qui étaient vraiment très émouvants, et je pense qu'il y avait aussi une touche autobiographique parce que l'auteur il a vécu sous cette période-là. Du coup, je me dis qu'il s'est peut-être inspiré même de vraies personnes dans sa vie, tu vois. Du coup, ça rend le livre encore plus authentique et encore plus impactant. Du coup, je vous le conseille si vous voulez vous plonger dans la Chine avec un processus narratif assez particulier. Ensuite, à la 8e position, j'ai mis Celle qui devint un soleil de Shelley Parker Chan, qui est sorti chez Brajlon cette année-là. En gros, on se situe vers la fin de la dynastie Yuan, avec les tensions qui remettent en cause la légitimité du pouvoir en place, qui est détenu par les Mongols ici en Chine. L'autrice, elle revisite un peu l'histoire de la fin de la dynastie Yuan à la fondation de la dynastie suivante, celle des Ming, en s'intéressant à l'ascension du nouvel empereur, en se demandant et si l'empereur était en fait une femme. Du coup, on va suivre une héroïne qui vient d'une basse extraction et comment elle va essayer de révolutionner, de surmonter son destin pour accéder à la grandeur alors qu'elle est une femme. Déjà, on s'intéresse à l'histoire de Chine et déjà c'est un bon point pour moi. On s'intéresse notamment aux valeurs sur la dynastie Yuan, au fonctionnement politique, au fonctionnement moral, aux castes ethniques et tout. Du coup, c'était assez intéressant. L'histoire, elle était assez intrigante, même s'il y avait des moments qui étaient assez rushés, notamment aux scènes d'action, mais ça faisait son taf quand même. J'ai beaucoup aimé la richesse des points de vue qu'on avait, les points de vue du côté des deux camps, genre les Mongols, les turbans rouges et tout. On avait beaucoup de dynamiques qui divergeaient, qui s'effritaient, qui se convergeaient, qui se trahissaient. Du coup, ça donnait lieu à beaucoup de plot twists, à beaucoup de rebondissements, notamment au niveau des relations entre les personnages qui sont très grises, qui sont très pragmatiques. Au niveau des personnages, alors ça, c'est ce que j'adorais parce que je recherchais ce genre de personnages principaux assez gris. Tu savais pas trop à quoi t'attendre, jusqu'où ils allaient aller pour accéder à leur but, est-ce qu'ils allaient être prêts à sacrifier leur humanité. Dans ce roman-là, j'ai été assez satisfaite. Ils ont un rapport à leur destin assez particulier parce que l'un essaie de le surmonter, l'autre utilise son destin comme un justificatif pour justifier ses actions, très moralement bof bof, et du coup c'était super intéressant de voir un peu leur point de vue, de voir comment ils géraient un peu leur vie et comment accéder à leur but. Il y avait aussi une romance que j'ai beaucoup aimée pour une fois parce que normalement j'aime pas la romance, mais celle-là elle m'a vraiment tenue en haleine et j'ai beaucoup aimé son évolution. Voilà, je dirais pas plus. Après voilà, je suis assez détachée émotionnellement, sentimentalement des personnages parce que ça reste très froid, tu vois, mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé cet aspect là, l'histoire de la Chine et tout. Du coup voilà, moi personnellement je vous le conseille. Ensuite, à la 7e position, j'ai mis La Chine en 10 mots de Uroi. C'est encore un livre documentaire autobiographique qui parle de la Chine à la période maoïste, post-maoïste. L'auteur là, il va développer autour de 10 mots bien choisis des chapitres qui vont concerner la Chine à cette époque-là parce qu'elle subit une transition très drastique, très violente dans sa société, et du coup ça a été super intéressant de voir les transformations à travers le prisme de la propre vie de l'auteur parce qu'il va se servir de ses anecdotes, de sa propre enfance, de sa propre jeunesse pour refléter le quotidien chaotique des Chinois à cette époque-là, et c'était super intéressant, super passionnant. Bon, après il y avait des chapitres qui m'intéressaient moins que d'autres, notamment quand ça touchait moins à la vie de l'auteur parce que je trouvais que c'était beaucoup moins authentique et beaucoup plus documentaire, mais quand ça parlait de ces anecdotes, alors déjà c'était super marrant parce que Uroi il a une plume très rafraîchissante, il a beaucoup d'autodérision et il est très sarcastique, très humour noir aussi parfois. Il y avait des chapitres qui concernaient son rapport à l'écriture, à la lecture, comment la lecture, le goût de la lecture lui est venu dans une période où la liberté littéraire, artistique, c'était pas trop ça parce que bon bah oh voilà, il contrôlait à peu près tout. Et aussi il y avait des histoires qui concernaient l'entourage de l'auteur qui étaient aussi très touchants parce que encore une fois, même s'il y avait des moments drôles et tout, il y avait aussi des moments, je sais pas comment dire, en fait c'était plus que touchant, c'était humain en fait, c'était poignant, c'était amer parfois. Il y avait des anecdotes de personnages que je me rappelle même plus leur nom mais qui m'ont marqué parce que c'était juste tellement beau et je sais pas, et en même temps amer et tout, enfin bref c'était trop bien. Du coup je vous conseille si vous voulez découvrir la Chine de façon très originale, authentique, passionnante.
Cette année-là, ça a été l'année où je me suis mise à Alice Oseman. D'ailleurs, mon premier vlog lecture de la chaîne, je crois, c'était Heartstopper. Et ensuite, j'ai enchaîné avec quelques-uns de ses romans, dont celui que j'ai mis en 6ème position. Loveless, parce qu'on m'avait dit ok toi t'aimes pas trop la romance, t'aimes beaucoup l'amitié et tout, lis Loveless. Et effectivement c'est ce que j'appelle un hymne pour célébrer le pouvoir de l'amitié. Alors en gros on suit Georgia qui rentre à l'université avec ses 2 meilleures amies. Georgia elle a une vision très idéaliste de la romance, elle aimerait expérimenter ça parce que voilà on lui vend tout le temps du rêve dans les fanfictions qu'elle lit, sauf qu'en fait elle se rend compte qu'elle a un rapport assez particulier avec la romance, c'est le fait qu'elle est pas vraiment intéressée personnellement tu vois. Ça elle se détache du modèle de l'amour qui est véhiculé par la société. Voilà, c'est pas trop son truc à elle. Elle arrive à mettre un mot sur ce qu'elle est. Elle est Aroace. Du coup, Aroace, c'est quoi? C'est que tu n'es ni intéressée par la romance ni par les relations sexuelles. Déjà, ça a beaucoup modifié mon regard sur cette orientation sexuelle parce que j'avais beaucoup de préjugés en fait dont je me rendais pas compte. J'avais une vision très simpliste du truc alors qu'en fait c'est hyper vaste, en fait c'est hyper riche, il y a beaucoup de nuances. On voit Georgia qui explore son orientation sexuelle, qui voit ce que ça implique et tout, et notamment dans ses relations avec les autres parce que du coup elle se rend encore plus compte de l'importance de ses relations amicales, de l'amitié qu'elle entretient avec ses 2 meilleurs potes. Ça lui permet de se détacher du modèle qui est très réducteur de l'amour qu'on a en société pour se rendre compte de la valeur de l'amitié, que l'amitié peut être aussi fort, voire plus que la romance. Du coup c'était hyper pur, c'était magnifique, les relations des personnages, c'était beau, même à la fin t'as des déclarations d'amour mais version amitié, et c'était je trouve encore plus beau, encore plus fort que les déclarations d'amour romantiques et tout. Ça m'a fait chialer aussi. Georgia c'est quelqu'un qui est très introverti, du coup t'avais le thème de l'introversion qui était mis en avant, du coup je relatais vraiment pas mal. Et ce que j'adorais c'est que tu voyais que Georgia, même si c'était introvertie, quand il était question de défendre ses amis, elle était hyper badass, tu vois, genre elle était là pour casser des gueules et tout. C'était hyper rafraîchissant de montrer que l'amitié ça pouvait autant t'apporter, qu'il fallait pas négliger ce genre de relation, parce qu'à chaque fois l'amitié s'est mise en arrière-plan dans les histoires, que la romance c'est le truc endgame à avoir pour l'épanouissement personnel, et ça je déteste. Bref, et là bah on est heureux même sans romance, tu vois. Tu peux être aussi ton propre âme sœur, ou alors t'as des platonic soulmates, et les platonic soulmates pour moi c'est la vie. Après il y a des trucs qui coinçaient comme des dramas très clichés, des quiproquos qui étaient très prévisibles. Ça me frustrait parce que je suis en mode putain on aurait pu tellement éviter avec de la communication, mais sinon en dehors de ça je vous le conseille, ça peut vraiment permettre de prendre du recul et donner un regard très rafraîchissant sur notre entourage. Ensuite on va passer au top 5. Ça a été compliqué parce que je savais pas quel livre mettre dans le top 5 à part pour le top 3, mais genre les places 4 et 5 c'est assez branlant. J'ai l'impression que je peux les intervertir, je sais pas trop lequel mettre avant l'autre, mais j'ai quand même fait un choix selon un peu mon appréciation personnelle, mais c'est compliqué, enfin bref. En 5ème position, j'ai mis Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, qui est apprécié par beaucoup de gens. C'est marrant parce que ce livre-là, j'ai mis beaucoup de temps à oser le lire parce que je savais qu'il était bien, enfin beaucoup de gens m'ont dit c'est du bien, mais le truc c'est qu'il y avait de la romance, et moi la romance c'est un genre qui me lasse, qui plombe l'ambiance du livre assez facilement à mon goût. J'avais peur d'être déçue en fait, mais au final je me suis lancée et passe en 5ème position. Après c'est en 5ème position pour un élément particulier, mais bon, on va y revenir. On se situe dans un monde où les livres ont des âmes, et Elisabeth elle se destine à être une grande bibliothécaire, enfin être une bibliothécaire tout court, sauf qu'un jour il y a un grimoire maléfique qui laisse échapper son âme, du coup qui se transforme en monstre, et Elisabeth elle est accusée d'avoir laissé échapper ce monstre là. Du coup elle est emmenée au tribunal je sais pas quoi par Nathaniel, qui vont se rendre compte qu'il y a un complot qui menace les grandes bibliothèques du royaume, et du coup bah qui menace le royaume tout entier. Du coup ils vont essayer de l'arrêter ou quoi. Bref, je résume très mal, je suis désolée. Déjà ce que j'ai aimé c'était le rythme dynamique du récit. L'autrice elle perd pas de temps, du coup t'es vraiment en plein dans l'histoire, et surtout les scènes d'action on dirait des scènes de shonen. J'étais trop hypée. Ma première scène de combat je l'ai lu dans le métro et j'ai tellement prise dans ma lecture que j'ai zappé mon arrêt en fait, et ça m'arrive jamais parce que je suis très prudente à ce terme là. Du coup quand j'ai vécu ça j'étais en mode ok toi et moi on va bien s'entendre. J'ai surtout aimé au niveau des personnages parce que une fois que je m'attache aux personnages vraiment ça compte énormément dans mon appréciation. Alors déjà Elisabeth c'est une héroïne vraiment très attachante, il y a son anxiété, il y a son manque de confiance en elle qui peut la rendre très identifiable, mais en même temps elle possède un courage, une force qui la rend hyper rafraîchissante, hyper admirable,
et je trouve que ça en fait pas trop, tu vois, genre c'est assez crédible et du coup franchement c'était super cool de la suivre. Nathaniel c'est un amour évidemment. Il y a sa pote, comment elle s'appelle déjà, Katie, je sais plus trop, mais elle apparaît très peu, mais j'adore son amitié avec Elisabeth. Je voudrais même un spin-off consacré à elle parce que elle était trop cool, elle était trop badass à sa façon. Et Silas qui a été l'un de mes coups de cœur de personnage de cette année-là, qui m'a bouleversée, qui était incroyable parce que Silas c'est un démon de je sais pas combien d'années qui est au service de Nathaniel à travers un pacte. Leur relation, les sentiments de Silas vis-à-vis de l'humain sont développés de façon subtile, implicite, naturelle. C'était magnifique parce que ça on sait pas trop, c'était pas niais, mais en même temps tu sentais que c'était complexe, que c'était nuancé et que ça te maintenait en haleine parce qu'il y avait des moments où tu remettais un peu en question Silas, tu savais pas trop ses motivations et tout. Il m'a mis dans tous mes états et d'ailleurs en fait on vend ce roman comme un roman fantasy, romance, mais en fait je trouve que l'amitié que Silas a avec Nathaniel mais aussi avec Elisabeth qui apprend elle à se détacher de sa vision manichéenne des choses, toutes ces amitiés là je trouve qui sont encore plus importantes, qui sont encore plus mises en avant que la romance en elle-même, parce que la romance en elle-même, je suis désolée, comparée aux amitiés et tout, elle est assez plate, elle est assez simple, ce qui est cool hein, parce qu'au moins elle est pas toxique. Les relations entre Silas et Nathaniel où t'avais des moments attendrissants de pureté, hyper touchants, ou de stress, d'anxiété, où tu savais pas quoi t'attendre, ou je veux dire la fin, elle m'a mise dans tous mes états. C'était l'une des fins les plus riches que j'ai vues, l'une des fins les plus bouleversantes. J'étais maintenue en haleine jusqu'à la fin. C'était incroyable, j'ai gardé espoir et tout. C'était c'est ce que je recherchais pour la fin. Je pense qu'il mérite d'être dans mon top 5. Du coup je comprends totalement le charme, le succès de ce livre parce que il était super cool. En 4e position, j'ai mis une saga que je viens tout juste de finir et que j'ai fait 2 vlogs lecture dessus. Il s'agit de All for the Game de Nora Sakavic. On suit Neil qui est un jeune homme qui est en train de fuir la mafia parce qu'il y a son père qui est dedans et qui veut le zigouiller. Il change ses identités régulièrement et tout, jusqu'au jour où on décide de le recruter un peu de force dans une équipe de sport, le sport qui s'appelle l'Exi, qui est un sport spécialement inventé pour la saga. Il va rentrer dedans et en fait c'est une équipe assez particulière parce que c'est composé de membres qui sont rejetés par la société, qui sont marginalisés par la société pour X raisons. Le coach, lui, c'est quelqu'un qui veut donner une nouvelle chance à ce genre de jeunes pour les intégrer à nouveau dans la société. Ça me fait bizarre de le mettre aussi haut, genre en 4e position, parce qu'il y a énormément de défauts. Déjà la plume, elle est très brouillonne, c'est assez confus parfois, c'est maladroit, le rythme aussi il est maladroit, c'est rushé par moments. Parfois j'ai pas compris de quoi l'autrice elle parlait et tout, j'étais pas trop dans son délire. Le sport il est pas assez prenant, les matchs ils sont beaucoup trop rapides, il y a beaucoup trop de violence, mais je suis trop fragile quand il s'agit de found family, de personnages qui apprennent à se construire, de héros qui apprend à s'ouvrir, qui apprend à s'attacher au lieu de toujours fuir, du coup qui apprend à vivre avec les autres, pour les autres, au lieu de toujours vivre constamment que pour lui. Je trouve que le développement de Neil il est assez réaliste en termes de ses traumas, de comment ça impacte sur sa vision des choses, sur son attitude et comment elle arrive à s'en détacher grâce à la romance, parce qu'on vend toujours cette saga comme une romance elle-même alors que la romance elle arrive au tome 3. Ce qui aide Neil à se construire, c'est les relations amicales, c'est les relations familiales qu'il développe avec son équipe. Et en fait je me dis, il existe de la dark romance en genre, mais est-ce que ça existerait pas de la dark found family? Parce que dedans, dans l'équipe, il y a des dynamiques qui sont assez tordues, qu'il y a beaucoup de tensions, il y a de la violence et tout aussi, ils s'aiment pas tous, mais ils restent ensemble et il y a quand même une certaine cohésion qu'on retrouve notamment sur le terrain de sport quand ils doivent jouer ensemble, mais tu sens quand même que en fait c'est tellement gris, parfois c'est noir, enfin c'est glauque, parfois il y a des moments très problématiques, notamment dans le premier tome, du coup c'est pour ça que je suis pas vraiment le conseiller parce qu'il y a pas mal de trigger warning, mais j'aime bien ce mélange de moralité grise avec le fait que ça permet quand même à Neil de s'intégrer dans une communauté, de se sentir accepté, de savoir ce que c'est d'être protégé, d'être aimé. Du coup j'ai adoré notamment sa relation avec le coach qui est la figure paternelle, c'était absolument magnifique, la reconstruction de soi, les relations qui sont tordues, mais en même temps il y a une forme d'amour, même si c'est toxique parfois parce que c'est un peu trop possessif et tout. Genre j'ai bien aimé ce mélange, j'ai vraiment hésité à mettre lequel en premier, lequel l'un avant l'autre. Objectivement celui-là il est meilleur, vraiment. Si vous aimez ça et que vous dites ah si elle a mis ça avant, c'est-à-dire que c'est meilleur que Sorcerer of Thorns, non, parce que dans Sorcerer of Thorns il n'y a pas de défaut vraiment à relever, mais dans celui-là il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui peuvent poser problème, mais c'est juste que émotionnellement il y a beaucoup plus de choses qui m'ont
impacté dans cette saga. Après c'est une saga, tu vois, c'est une trilogie, là c'est que un one shot, et ce qui m'a vraiment marqué dedans c'est ça là, alors que dedans je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses qui m'ont marqué. Ça m'a fait vivre tellement, il y a des moments, mais en fait je pense à ces moments là, je me dis ouais en vrai il mérite d'être aussi haut parce que ça m'a fait tellement chialer. Et regardez, j'ai fait un marque-page associé avec des références de la saga, voilà. Bon là le derrière je trouve qu'il est beaucoup moins beau, mais moi j'aime bien ce côté là, surtout cette scène là, voilà, c'est une référence au tome 3, c'était la scène la plus dévastatrice ever de ma life, enfin pas trop, pas de toute ma life, mais quand même, c'était incroyable. Ensuite on entre dans le top 3, c'était évident pour moi que ces 3 livres se retrouvent dans le top 3. En troisième position, j'ai mis le premier tome de 4 générations sous un même toit. Alors je précise le premier tome parce que je suis en train de lire le deuxième tome et c'est vrai que je suis moins dans l'engouement, en fait, je suis moins impliquée parce que c'est un peu plus répétitif. Mais vraiment le premier tome, c'était incroyable. Bref, 4 générations sous un même toit de Lao She. On se situe dans le contexte de l'occupation de la Chine sous l'armée japonaise de 37 à 45. Dans le premier tome, c'est un peu au début où c'est pas encore complètement occupé, c'est pas encore complètement colonisé. C'est la Chine qui est en guerre contre le Japon. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on suit pas les batailles, on suit pas des héros, des guerriers ou quoi, on suit le petit peuple. En fait, Lao She, il a un talent pour mettre en avant le petit peuple. En fait, il dit que c'est les petits gens, genre les gens normaux, qui sont les premières victimes de l'histoire. Du coup, c'est eux qu'on doit mettre en avant pour donner un aperçu de l'histoire la plus authentique. Tu plonges dans leur mentalité de façon hyper riche, hyper dense, hyper réaliste surtout, parce que tu vois comment ils sont face à l'humiliation liée à la soumission par la colonisation japonaise, à la perte de leurs valeurs, par la perte de leur souveraineté nationale. Tu vois une richesse de facettes des Chinois à ce moment-là, comment ils réagissent. Il y en a qui veulent essayer de se révolter, il y en a qui préfèrent agir pour satisfaire leur propre ambition personnelle, leur propre aspirations personnelles. Il y en a d'autres qui essayent de s'engager pour résister contre le Japon mais qui peuvent pas parce que du coup ils doivent respecter la piété filiale, du coup s'occuper de leur famille, du coup ils peuvent pas honorer leurs devoirs patriotiques et tout. Il y a vraiment ce genre de dilemmes qui sont super intéressants. Les sentiments, la psychologie des personnages, je trouve qu'elle est développée de façon assez nuancée. Après il y a des gens qui sont juste des connards par excellence, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine nuance et surtout un certain respect, un certain hommage rendu à ce petit peuple là, en mettant en avant beaucoup de réflexions à la fois nuancées, à la fois poignante, amère. L'auteur il arrive à vraiment mettre en avant une approche très humaine, à la fois très tolérante mais aussi parfois sarcastique de ce que la Chine, de ce que le peuple chinois vivait à ce moment-là. Vraiment il y avait des moments, j'avais la gorge nouée en fait d'émotions, de tendresse ou d'amertume, où vraiment j'étais soufflée, en fait j'étais avec eux, je luttais avec eux, j'étais humiliée avec eux et tout. C'était incroyable, vraiment des scènes tellement fortes et tellement retentissantes, tellement significatives, symboliques, vraiment c'était incroyable. Et puis je pense que c'est assez biographique parce que l'auteur il a baigné dans cette période là. Ce qui est hyper cool aussi, c'est que il a écrit cette saga de 40 à 42 du coup vraiment plongé dans sous la colonisation japonaise, sous la période qu'il décrit. Du coup il y a ce côté biographique, autobiographique qui rend le truc encore plus immersif et authentique. Du coup c'était juste mais bluffant. Le top 2, alors là ce sont les 2 romans qui m'ont bouleversée en dehors de l'année 2022. Je sais que ce sont des romans qui ont marqué ma vie de lectrice. J'ai juste pas les mots, en fait ils m'ont marqué de différentes façons et ça a été compliqué de me dire lequel je mets en premier, mais quand même il fallait faire un choix. J'ai mis en deuxième position Radio Silence d'Alice Oseman. J'ai fait une vidéo coup de cœur consacrée dessus, du coup je vous invite vraiment à aller le voir. On suit Frances qui est une jeune fille au lycée qui a de super bonnes notes, qui est genre la première de la classe et tout, et qui cherche à entrer dans l'une des plus grandes universités. Elle va rencontrer Aled Last qui est un personnage secondaire de Heartstopper, Aled qui ressemble très renfermé, qui semble très réservé, très distant, et du coup au début Frances elle fait pas trop attention à lui, et un jour elle apprend un secret que Aled il cache et qui reflète la richesse d'Aled. Frances elle apprend à le connaître et il se passe pas mal de choses. Alors je pense que avec ce livre là j'ai vraiment compris c'était quoi un comfort book. Déjà c'est un livre de confort pour les introvertis parce que ça explique très bien ce qu'est un introverti, quel genre de mine d'or peut être enfoui chez un introverti, parce que un introverti c'est pas juste quelqu'un qui, je sais pas, qui est timide, qui a pas grand chose à dire, qui est asocial ou quoi. Non, en fait un introverti c'est quelqu'un qui doit trouver les bonnes personnes et quand ça connecte,
ça crée une explosion d'émotions, de dynamisme, de hype. Et cette alchimie en fait qu'on retrouve au premier plan dans Radio Silence, et c'est ça que j'ai adoré parce que encore une fois Alice Oseman met en avant l'importance de l'amitié. Ici on a une amitié platonique, hétéro, ce qui est assez rare en young adulte parce qu'à chaque fois ça tourne en romance, je sais pas pourquoi. Vraiment l'amitié entre Francis et Aled, c'est mon goal dans la vie. C'était juste tellement pur, tellement attendrissant, tellement rafraîchissant, et tellement émouvant. Il y avait vraiment des moments, il y a ce côté petit un peu angsty qui m'avait fait bien chaler et tout, du coup c'était incroyable. Au niveau du développement des personnages, encore une fois Alice Oseman elle représente un peu un soutien pour les jeunes qui ont du mal à se faire entendre, qui ont l'impression de faire partie des minorités, qui sont marginalisées, qui sont peu entendus, peu compris par la société. Du côté de Francis, elle met en avant la pression du prestige social, du prestige scolaire et tout, parce que du coup Francis elle va se remettre en question, elle va se dire est-ce que le fait que je veuille accéder à une grande université c'est mes propres aspirations à moi, ce que je veux vraiment, ou alors c'est juste dans la ligne des choses imposées par la société. Genre la société elle te dit si t'as des bonnes notes, et bah tu vas automatiquement devoir accéder aux études supérieures. Elle apprend à se détacher de ça, à vraiment se concentrer sur ses propres aspirations. Pareil pour Aled qui essaie de trouver sa place. Il y a aussi des drames familiaux. Il y a des plot twists, des révélations, c'était incroyable vraiment. En fait pareil je l'ai lu en public, vraiment je l'ai dévoré en public. J'étais sur la terrasse de l'hôtel, le coin petit déjeuner, du coup t'avais des gens, des familles qui venaient ici. Moi j'étais avec mes lunettes de soleil, j'étais en train de cacher mes larmes qui tombaient et tout, c'était incroyable. Je pleurais parce que ça m'a angoissée, c'était angsty, mais en même temps c'était attendrissant, c'était trop pur, c'était trop émouvant, c'était hyper retentissant. C'est le livre dans lequel je me reconnais beaucoup en fait, et en fait c'était comme un peu comme une thérapie personnelle pour moi parce que ça m'a renvoyé à quand j'étais jeune pour vous dire à quel point c'était puissant. Et en fait je me suis rendu compte de certaines de mes luttes intérieures de quand j'étais jeune et que j'ai minimisé, et là en fait Alice Oseman elle te donne une voix, elle te donne un soutien en mode c'est normal ce que tu traverses, c'est normal si tu te sens mal, t'as pas à culpabiliser, à relativiser sur ça. En fait tu peux travailler sur ça, tu peux l'accepter, ça fait partie de toi, de tes combats, de tes luttes. Voilà, t'as le droit de te sentir mal, c'est normal, et surtout t'es pas tout seul de te sentir comme ça et que tu peux t'en sortir. Le livre il sort en VF en janvier, le 5 janvier je crois. Franchement je vous le conseille si vous voulez une amitié hétéro-platonique hyper pure, hyper puissante, si vous êtes introverti et que vous voulez vous reconnaître, franchement voilà. J'espère vraiment que ça va trouver son public en France, que ce sera peut-être pas aussi célèbre que Heartstopper parce que c'est pas possible, mais que ça aidera aussi des gens comme ça m'a aidé moi. I'm platonically in love with you. C'est ce que dit Aled à Francis. Genre c'est la meilleure déclaration d'amour que j'ai vue de ma life et je le ressors à mes amis. Voilà, parce que c'est trop mignon. En numéro 1, alors j'ai consacré une vidéo entière à ce livre aussi, du coup je vous invite à aller le voir si vous voulez voir à quel point ça m'a détruit, à quel point ça m'a bouleversé. Ça fait 1 an à peu près bientôt que je l'ai lu, mais en fait en le reparcourant j'ai senti une boule dans mon cœur et j'étais en mode ah ok non tu n'es pas guéri encore, tu es encore traumatisé par cette lecture. Aucun livre ne m'a autant atteint émotionnellement, ne m'a autant dévasté, autant détruit je pense que ce livre là. Il s'agit d'une vie comme les autres de Hanya Yanagihara. C'est un livre qui challenge les limites de la douleur humaine. En gros on suit une bande de 4 potes, on les suit durant toute leur vie d'adulte à peu près. On suit notamment Jude qui est un homme qui est détruit par la vie dès son plus jeune âge, qui a subi les pires sévices qu'on peut subir. On voit comment il vit avec ça, avec ses traumas, et comment les traumas impactent sur sa vie de maintenant, sur ses petits bonheurs, comment ça altère sa vision des choses, sur sa vision de lui-même, comment ça nourrit sa culpabilité d'exister en fait, et comment ça aliène, comment ça gâche aussi en quelque sorte ses relations avec les autres. Et c'était fait de façon tellement fataliste, poignant, avec une touche de délicatesse, de poésie, de mélancolie, de réalisme, mais de réalisme fataliste en fait. En mode, il y a des gens qui peuvent peut-être ne jamais guérir, tu vois, même s'ils sont super bien entourés, même si extérieurement tu te dis ils sont les plus chanceux du monde, tout leur réussit, mais ils sont tellement bousillés par la vie que peut-être que parfois c'est horrible. Et du coup, je sais que c'est un livre qui a fait polémique parce que c'est une vision de la vie qui ne plaît pas à tout le monde en fait. Les gens ils sont en mode c'est trop pessimiste en fait. Du coup c'est pour ça que c'est pas un livre que je peux conseiller parce que c'est hyper dur, c'est une vérité hyper dure à encaisser, mais moi personnellement j'adhère à ce genre de vérité parce que je me dis ça peut aussi déculpabiliser en quelque sorte des gens qui n'arrivent pas à se reconstruire par derrière après
tout ce qu'ils ont vécu eux en termes de traumatisme physique, psychologique et tout, parce que c'est vrai que la société parfois elle met peut-être la pression sur ces victimes-là en mode oui, mais avec le temps, ça va guérir, ça va bien se passer. Oui, il y a des gens, ça peut guérir, mais il y a peut-être des gens qui sont trop bousillés. Ce livre-là, ça peut peut-être représenter, ça peut peut-être donner une voix à ce genre de personnes, même si c'est horrible. Ça insinue que ça sert à rien d'essayer et c'est juste horrible. Et on voit aussi comment les proches, ils peuvent agir face à quelqu'un en fait qui subit ce genre de traumatisme et qui se referme sur lui-même, qui accepte pas forcément l'aide des autres. Genre, est-ce que c'est possible d'aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé? Des questions qui sont hyper intéressantes et auxquelles on peut se sentir tous concernés. Ça m'a dévastée parce que ça m'a touchée très personnellement, mais aussi ça m'a touchée personnellement dans les recoins de mon existence. En fait j'avais l'impression que l'autrice, elle me connaissait personnellement, elle connaissait des recoins de moi que j'osais pas dévoiler à des gens, et elle me disséquait pour construire des personnages, parce que je me suis reconnue dans pratiquement tous les personnages. On aborde beaucoup de thèmes, le traumatisme, la haine de soi, l'âge adulte, la parentalité, mais de façon hyper, comment dire, hyper brute, hyper crue, mais en même temps, je sais pas comment dire, mais une douceur. Ça dissimule pas la réalité des choses et de la psychologie humaine, de la complexité des sentiments, de la psychologie de l'être humain. On assiste à des évolutions de personnages, des parcours de vie remplis d'amertume, de désir, d'ambition, de regrets, mais aussi des relations qui sont amicales, mais parfois c'est dur, ils se déchirent, c'est puissant, mais en même temps c'est difficile parce qu'il y a toutes ces barrières psychologiques entre eux parfois, mais il y a quand même cet amour réciproque qui donne une douceur à la plume, au livre. Ce qui est mis en avant, c'est l'amitié. En fait, les gens ils ont reproché le manque de personnages féminins, et oui, c'est un truc qui est quand même très dommage, mais je crois que l'autrice, son but là, c'était de mettre en avant l'amitié au sein des hommes, pour casser un peu l'image de l'homme qui est viril, qui est fort émotionnellement, du coup qui pleure jamais et tout. Là on assiste à des hommes dans leur plus grande vulnérabilité, dans leur sensibilité, et ça met en avant vraiment une image très humaine de l'homme, de comment ils peuvent exprimer leur amour l'un envers l'autre. Je trouvais que c'était très pur et très tendre, mais en même temps il y a ce côté dur, il y a vraiment des moments très durs aussi qui nuancent leur relation. J'ai envie de le relire, c'est ouf, mais je sais que je peux pas le relire parce que ça m'a traumatisée, mais il y a des moments, c'était juste tellement attendrissant, c'était des moments d'amitié mais incroyables, et aussi une relation familiale qui m'a... Voilà, j'ai pas les mots. Même le héros, tu vois, le héros il est bousillé, il est détruit, du coup tu peux te dire ouais c'est lourd et tout, mais non, en fait Jude c'est un personnage auquel je me suis profondément attachée, que j'ai adopté, que j'avais envie de protéger. C'est un personnage qui a rythmé ma vie pendant des mois, genre parfois je pensais à lui, j'étais est-ce qu'il va bien, alors que putain c'est un personnage fictif. À la fin du livre je suis sortie et genre je regardais la vie d'une toute autre façon. Genre je voyais quelqu'un, un enfant qui faisait de la trottinette, j'étais putain mais Jude il a pas pu être aussi insouciant quand il était petit parce qu'il était en train de subir les pires sévices et tout. Ou alors je regardais le ciel bleu, j'étais j'espère que Jude il est content là. Voilà, j'étais folle en fait, et genre je pleurais dans le métro parce que je repense à des trucs, enfin bref, ça m'a tellement atteint, des citations mais juste incroyables et tout, enfin bref, je peux pas vous le conseiller, ça dépend de votre état mental. Voilà, si par exemple vous avez des problèmes mentaux, si vous êtes dépressif et tout, je pense pas que vous pouvez lire ce livre parce que c'est très pessimiste, mais c'est peut-être aussi un challenge psychologique pour ceux qui veulent s'y essayer. Voilà, c'était mon top 10. J'espère que vous avez pu découvrir des lectures qui ont titillé votre curiosité. N'hésitez pas à me dire vos meilleures lectures de 2022 parce que ça me fera toujours de belles découvertes. Enfin, bon, à part s'il y a de la romance, ça sera un peu compliqué, mais on sait jamais. Merci si vous avez regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a vraiment intéressé, que c'était pas trop ennuyeux, surtout si c'était un peu long, je suis désolée. Mais voilà, c'est des livres sur lesquels je peux blablater en vrai pendant pas mal d'heures. Du coup voilà, j'ai vraiment fait un effort pour condenser. Encore une fois, bonne année de chez bonne année. Genre je sais pas faire les vœux, je suis désolée. À bientôt, j'espère, peut-être. Salut.